Le dîner familial mensuel chez maman avait toujours été un équilibre délicat entre tensions non dites et politesse forcée. Mais le rassemblement de ce soir portait un courant sous-jacent électrique qui me donnait la chair de poule. Peut-être était-ce la façon dont ma sœur Jessica avait fait son entrée par la porte d'entrée avec 23 minutes de retard. Son sac Hermès de créateur se balançant à son épaule manucurée comme un drapeau de bataille. Ou comment elle s'était immédiatement emparée de la conversation avec des récits essoufflés de son. Expérience absolument révolutionnaire à Las Vegas. Sans prendre la peine de reconnaître l'existence de qui que ce soit d'autre. J'étais assise tranquillement à la table de la salle à manger familière, découpant mécaniquement le rôti trop cuit de maman tout en écoutant les dynamiques familiales habituelles se dérouler autour de moi. Papa dominait les discussions sur l'amélioration de son handicap au golf. Oncle Mike régalait tout le monde d'histoires de son entreprise de construction que personne ne voulait particulièrement entendre. Maman s'agitait sur chaque détail mineur de la préparation du repas comme si elle recevait des dignitaires étrangers au lieu des mêmes parents qui se réunissaient ici tous les troisièmes dimanches du mois. Vous ne pouvez littéralement pas imaginer la suite qu'ils m'ont donnée, a annoncé Jessica, en se glissant dans sa chaise habituelle directement en face de moi avec un flair théâtral. Dernier étage du Bellagio. Fenêtre du sol au plafond donnant sur le spectacle des fontaines avec service de champagne 24 heures sur 24. Drap en coton égyptien qui coûte probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. C'était absolument divin. Le visage de maman s'est transformé en cette expression particulière de fierté maternelle qu'elle réservée exclusivement aux accomplissements de Jessica, réels ou imaginés. Ma fille qui réussit mérite seulement ce qu'il y a de mieux dans la vie. Je continuais à découper ma viande en morceaux uniformes et précis, sans rien dire. À 29 ans, j'avais développé une compréhension presque scientifique des dynamiques des dîners familiaux. Le silence était une survie. Les questions menaient aux comparaisons. Les comparaisons menaient à l'humiliation. Mieux valait maintenir mon rôle de membre invisible de la famille qui contribuait occasionnellement par des murmures polis d'approbation quand on s'adressait directement à moi. Jessica était l'enfant doré. La directrice marketing avec un titre de poste impressionnant dans une agence de publicité de niveau intermédiaire, le mode de vie parfait pour Instagram soigneusement orchestré pour projeter succès et sophistication. Elle possédait ce type particulier de personnalité magnétique qui commandait l'attention dans chaque pièce où elle entrait. Le genre de confiance sans effort qui faisait que les gens supposaient qu'elle devait être importante simplement parce qu'elle agissait comme telle. J'étais l'autre fille. L'ennuyeuse employée gouvernementale qui vivait dans un modeste appartement d'une chambre à Arlington et conduisait une Honda Civic de 10 ans avec une bosse sur la porte côté passager suite à un incident sur le parking d'un supermarché que je n'avais jamais pris la peine de réparer. Ma garde-robe se composait entièrement de tenues de bureau conservatrices achetées dans les rayons de soldes des grands magasins. Ma présence sur les réseaux sociaux était inexistante. Mes accomplissements, tels qu'ils étaient, restaient largement invisibles pour ma famille parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander des détails sur mon travail. Jessica, raconte-leur l'expédition de shopping, a encouragé papa avec enthousiasme, en remplissant son verre de vin jusqu'au bord tandis que le mien restait visiblement vide. Les histoires qu'elle me racontait plus tôt étaient incroyables. Les yeux verts de Jessica se sont illuminés avec la ferveur de quelqu'un sur le point de livrer sa performance préférée. Oh mon Dieu! La situation du shopping était absolument folle. J'ai dépensé quelque chose comme 22 000 $ en 3 jours. Une garde-robe entièrement nouvelle provenant de boutiques qui n'affichent même pas les prix parce que si vous devez demander, vous ne pouvez pas vous le permettre. Bijoux sur mesure d'un créateur qui travaille exclusivement avec des célébrités. Soins spa qui coûtent plus par heure que ce que certaines personnes gagnent en une semaine. Je me sentais comme une véritable célébrité tout le temps. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche.
22 000 $ sur le salaire d'une directrice marketing que je savais. D'après les conversations familiales précédentes. Plafonné autour de 60 000 $ par an avant impôt. Les mathématiques ne collaient pas. Même en tenant compte des dettes de carte de crédit ou de l'épuisement des économies. Comment as-tu exactement réussi à te permettre tout ça, ai-je demandé calmement. Regrettant immédiatement la question quand toutes les têtes à table se sont tournées vers moi avec des expressions allant de la surprise à l'agacement. Le silence temporaire était lourd et inconfortable. Le rire de Jessica portait une note métallique tranchante qui me rappelait désagréablement des ongles sur un tableau noir. Tu adorerais juste savoir les détails. Petite sœur? Certains d'entre nous ont compris comment vivre vraiment la vie au lieu de simplement exister dans une monotonie beige. Oncle Mike a hoché la tête avec l'approbation sage de quelqu'un qui n'avait jamais rencontré un cliché qu'il ne pouvait pas embrasser entièrement. Jessica a toujours eu une vraie ambition, une vraie motivation. Pas comme certaines personnes qui semblent parfaitement contentes de boulot de bureau ennuyeux qui ne mènent absolument nulle part. La piqûre familière de la désapprobation familiale m'a submergé comme de l'eau glacée. Il n'avait jamais compris mon choix de carrière. N'avait jamais pris la peine d'enquêter sur ce que mon ennuyeux travail gouvernemental impliquait. Réellement. Il savait que je travaillais pour une branche du département du Trésor. Quelque chose qui impliquait des ordinateurs et beaucoup de paperasse. Il trouvait cela d'un ennui mortel, totalement peu impressionnant. Certainement rien qui pouvait se comparer à la carrière dynamique de Jessica dans le marketing avec ses déjeuners clients et ses campagnes créatives. En parlant de carrière terriblement ennuyeuse, a continué Jessica. Visiblement échauffée sur son thème préféré. Comment progresse ta petite situation de paperasse gouvernementale? Toujours à déplacer des formulaires dans un bureau sans fenêtre quelque part? Ça va bien, ai-je répondu automatiquement. Retombant sur les réponses neutres que j'avais perfectionnées au fil des années de rassemblements familiaux. Bien, a-t-elle répété avec une incrédulité exagérée. Jésus-Christ? Tu peux être plus pathétique que ça? Tu n'as aucune ambition du tout? Tu ne veux pas accomplir quelque chose de significatif dans ta vie au lieu de dépérir dans l'obscurité bureaucratique? Maman s'est immédiatement lancée dans la conversation avec son enthousiasme caractéristique. Jessica vient juste de recevoir une autre opportunité de promotion. Poste de directrice marketing régionale senior. Elle va gérer des comptes valant des millions de dollars et superviser une équipe de 12 professionnels créatifs. Jessica rayonnait sous la tension comme un paon déployant son plumage. Pendant ce temps, certaines personnes ont apparemment encore du mal à joindre les deux bouts avec des salaires gouvernementaux d'entrée de gamme à l'âge avancé de presque 30 ans. Je n'avais pas tout à fait 30 ans. Mais corriger la chronologie de Jessica n'aurait fait qu'inviter davantage de ridicule. J'avais appris par une expérience douloureuse que les corrections factuelles étaient interprétées comme un comportement défensif, ce qui encourageait d'autres attaques. La vraie différence, a continué Jessica, en se penchant de manière conspiratrice comme si elle était sur le point de partager des secrets d'État, c'est que j'ai développé plusieurs sources de revenus. Des opportunités d'investissement intelligentes, des portefeuilles de crypto-monnaies. Des mouvements financiers stratégiques que votre drone gouvernemental moyen ne posséderait pas là. Sophistication pour comprendre ou exécuter. Elle mentait. Je pouvais détecter la tromperie dans son langage corporel avec l'œil exercé de quelqu'un dont les responsabilités professionnelles incluaient l'interrogatoire de criminels financiers. Les yeux de Jessica se déplaçaient légèrement vers la gauche quand elle fabriquait des histoires. Sa voix montait d'une demi-octave plus haut que la normale. Ses gestes devenaient plus animés pour compenser le manque de conviction réelle derrière ses mots. Mais ma famille n'avait jamais appris à lire les signes de Jessica. Ils absorbaient ces fictions élaborées avec le même enthousiasme qu'ils avaient montré pour ces contes de fées d'enfance. Après la fin du dîner, j'ai aidé maman à débarrasser les plats pendant que Jessica tenait court dans le salon.
régalant tout le monde d'anecdotes de plus en plus élaborées sur Las Vegas. Chaque histoire semblait comporter des montants plus élevés, des lieux plus exclusifs. Plus de rencontres avec des célébrités qui n'existaient probablement que dans son imagination. Alors que je chargeais le lave-vaisselle avec une efficacité mécanique. J'ai remarqué le sac à main surdimensionné de Jessica ouvert sur le comptoir de la cuisine. Posé négligemment à côté de la cafetière. Son portefeuille en cuir était clairement visible. Bourré d'un nombre inhabituel de cartes de crédit. Trop de cartes de crédit pour une personne raisonnable. J'en ai reconnu plusieurs immédiatement. La carte bleue distinctive Chase Sapphire Preferred que j'avais demandée il y a 18 mois. Spécifiquement pour son programme de récompense voyage. La carte argentée élégante Capital One Venture avec son motif géométrique unique. La carte rouge Bank of America que je gardais exclusivement pour les situations d'urgence. Mon estomac s'est serré quand la terrible réalisation s'est cristallisée. C'étaient mes cartes de crédit dans le portefeuille de Jessica, portées comme des trophées. Tu trouves quelque chose de particulièrement fascinant? La voix de Jessica m'a fait sursauter violemment. Elle s'était matérialisée dans l'embrasure de la porte de la cuisine avec la grâce silencieuse d'un chat chassant, les bras croisés défensivement sur sa poitrine. Ce sont mes cartes de crédit. Ai-je dit calmement. Luttant pour garder une voix stable. Prouve-le. A-t-elle répondu avec un sourire narquois qui ne contenait absolument aucune trace de honte ou de culpabilité. J'aurais pu fournir une preuve immédiate. Je connaissais chaque numéro de compte par cœur. Pouvais réciter les codes de sécurité à 3 chiffres de mémoire. Avait les relevés mensuels sauvegardés sur mon téléphone avec des historiques de transactions. Détaillés. Mais je comprenais aussi avec une clarté cristalline que les preuves n'auraient pas d'importance ici. Pas avec ce public. Pas dans cette maison où la version de la réalité de Jessica prenait toujours le pas sur les faits objectifs. Pourquoi? Ai-je demandé à la place. Sincèrement curieuse de son raisonnement psychologique. Jessica a haussé les épaules avec une nonchalance étudiée. Tu ne les utilises jamais pour quelque chose d'intéressant. Elles restent juste là à ramasser la poussière pendant que tu vis comme une sorte de moine financier qui a peur de dépenser de l'argent. Sur quoi que ce soit au-delà des nécessités de base de survie. J'ai pensé que je les mettrais à un usage productif pour une fois dans leur misérable existence. C'est du vol? Ai-je dit simplement. C'est emprunté à la famille. Mon Dieu. Tu es tellement dramatique surtout. Elle a saisi son sac avec une désinvolture délibérée et est retournée nonchalamment au salon où je pouvais l'entendre se lancer dans une autre histoire fabriquée sur des salles de jeux privées et un service de bouteilles offerts. Je suis resté dans la cuisine. Les mains tremblant légèrement pendant que je récupérais mon téléphone et accédais à mes applications bancaires. Les dommages financiers dépassaient mes projections de pire scénario. Les 3 cartes de crédit avaient été systématiquement maximisées avec une précision chirurgicale. La Chase Sapphire Preferred avec sa limite de $15 000 affichait un solde actuel de 14 847 $. La carte Capital One Venture reflétait 9 923 $ contre sa limite de 10 000 $. La carte d'urgence Bank of America avait été poussée à son maximum absolu de 8 000 $. 32 770 $ en charges frauduleuses. Toutes originaires de Las Vegas, toutes traitées le week-end précédent. Je suis retourné vers le salon sur des jambes instables. Mon téléphone serré dans ma paume moite comme une pièce à conviction. Jessica affichait des photographies sur son iPhone à un public appréciateur. Des images de la suite de luxe. Des sacs de shopping de boutiques dont je ne pouvais pas prononcer le nom. Elle posant avec des cocktails qui coûtaient probablement plus que mon budget alimentaire mensuel. Jessica, ai-je dit calmement. Interrompant son récit sur une expérience de shopping privée avec une styliste personnelle. Nous devons discuter de quelque chose d'important. Nous discutons déjà de quelque chose.
A-t-elle répondu sans prendre la peine de lever les yeux de son écran de téléphone. À propos des cartes de crédit. Le salon est tombé dans un silence avec la brusquerie finale d'un rideau de théâtre tombant. Jessica a finalement levé les yeux pour rencontrer les miens. Son expression passant d'un amusement décontracté à un agacement tranchant. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Tu les as volés dans mon appartement. Tu as commis une fraude à la carte de crédit. Tu dois immédiatement rembourser chaque centime que tu as dépensé. Le rire de Jessica était dur et laid. Dépourvu de tout humour sincère. Ou quoi exactement? Tu vas courir pleurer chez maman? Tu vas appeler la grande méchante police? Je pouvais sentir l'attention collective de la famille se concentrer sur moi avec l'intensité des projecteurs de scène, et leurs expressions me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir. Pas d'inquiétude pour le comportement criminel de Jessica. Pas de sympathie pour ma position de victime. Mais de l'irritation que je perturbe le divertissement de la soirée avec mes plaintes mesquines. Peut-être que tu aurais dû mieux surveiller tes affaires personnelles. A dit papa avec l'air de quelqu'un délivrant une sagesse solomonienne. Cette situation est en partie ta responsabilité pour avoir été négligente avec des instruments financiers importants. Elle les a pris directement dans mon appartement, ai-je dit. Elle a utilisé la clé d'urgence que je lui ai donnée il y a 3 ans quand elle traversait son divorce. Les membres de la famille s'entraident pendant les périodes difficiles. A ajouté maman avec le ton de quelqu'un expliquant des principes moraux de base à un enfant confus. Jessica te remboursera évidemment quand sa situation financière se stabilisera. Avec quel argent, ai-je demandé. Elle vient juste de dépenser 32 000 $ qu'elle ne possède pas. Jessica s'est levée brusquement, le visage rougi par le vin et une indignation vertueuse. Tu veux savoir quel est ton vrai problème? Tu es pathologiquement jalouse. Tu es consumée par une jalousie amère parce que je sais comment embrasser la vie pendant que tu existes juste dans ton petit monde gris pathétique de règles et de limitations. La pièce a murmuré un accord collectif. Oncle Mike a hoché la tête avec la gravité de quelqu'un qui venait de témoigner d'une vérité profonde. Tante Linda a émis des bruits de claquements compatissants sur le stress énorme de la carrière exigeante de Jessica. 32 000 $. Ai-je répété comme si le chiffre spécifique pouvait d'une manière ou d'une autre pénétrer leur cécité volontaire. J'ai maximisé tes cartes à Las Vegas. Jessica a ri triomphalement. Sortant les reçus froissés de son sac et les agitant au-dessus de sa tête comme des drapeaux de bataille. Qu'est-ce qu'une perdante fauchée va faire? La famille a éclaté en applaudissements spontanés. Papa a levé son verre de vin pour un toast impromptu à l'audace de Jessica. Maman a claqué des mains avec un véritable délice devant la défiance pleine d'esprit de sa fille. Contre les limitations conventionnelles. J'ai regardé autour de la pièce ces personnes qui étaient théoriquement liées à moi par le sang. Qui étaient censées m'aimer et me protéger. Qui auraient dû être outrés par ce qui m'avait été fait. Au lieu de cela, elles célébraient ma victimisation, acclamaient la personne qui m'avait volé. Traitant les crimes financiers comme une conversation de dîner divertissante. J'ai dit calmement, je vais déposer le rapport. Les rires ont continué sans relâche. Ils interprétaient ma déclaration comme une menace vide. Le bluff désespéré de quelqu'un qui manquait de tout véritable pouvoir ou autorité. Jessica a essuyé des larmes de joie de ses yeux soigneusement maquillés. Dépose tous les papiers pathétiques qui te font te sentir mieux, a-t-elle dit avec dédain. Qui va croire ta triste petite histoire? Qui va se soucier d'un drone gouvernemental anonyme? Affirmant que sa sœur qui réussit à voler ses cartes de crédit? Je n'ai pas répondu à ces provocations. J'ai pris mon manteau et mon sac, dit au revoir à absolument personne. Et j'ai conduit à travers l'obscurité jusqu'à mon modeste appartement à Arlington. Une fois là-bas, je me suis assise à ma petite table de cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un rapport détaillé qui changerait tout.
Ce que ma famille ne savait pas. Ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander malgré 6 ans d'emploi. C'était la nature précise de mon ennuyeux travail gouvernemental. Ils comprenaient que je travaillais pour le département du Trésor d'une certaine manière. Mais ils n'avaient jamais demandé quelle division spécifique. Ils savaient que ma routine quotidienne impliquait un travail extensif sur ordinateur. Mais ils n'avaient jamais questionné ce que j'enquêtais exactement. J'étais une enquêtrice criminelle senior pour le Financial Crime Enforcement Network. Communément connu sous le nom de FinCEN. Au cours des 6 dernières années, j'avais traqué des opérations de blanchiment d'argent. Des schémas de fraude bancaire. Des réseaux de fraude à la carte de crédit et des crimes financiers sophistiqués qui traversaient les frontières étatiques et fédérales. Ma spécialité était de suivre les traces numériques d'argent à travers des réseaux internationaux. Complexe, d'identifier les modèles qui révélaient des entreprises criminelles. Et de construire des affaires poursuivables contre des criminels financiers qui pensaient être intouchables. Jessica venait de commettre de multiples crimes fédéraux graves contre une agente fédérale des forces de l'ordre dont l'expertise spécifique impliquait de poursuivre exactement ce type de crime. Le rapport d'incident m'a pris près de 3 heures à compléter avec la minutie qu'il exigeait. J'ai documenté chaque détail pertinent. Le vol des cartes de crédit physique dans mon appartement en utilisant la clé d'urgence conservée par Jessica. Les dates et montants précis de chaque transaction frauduleuse. Les admissions de culpabilité qu'elle avait faites devant de multiples témoins. Son refus de fournir une restitution, son aveu explicite que les charges étaient non autorisées. J'ai joint une documentation complète à l'appui. Des captures d'écran de mes relevés bancaires montrant les charges frauduleuses. Des photographies des reçus qu'elle avait exhibés comme trophées. Une chronologie détaillée de l'activité criminelle. Les coordonnées des témoins pour tous ceux qui étaient présents pendant ces aveux. Le lundi matin à 8h47. L'affaire avait été officiellement assignée à une équipe spécialisée d'agents fédéraux qui traitaient des crimes financiers contre des employés fédéraux. Pas des policiers locaux qui pourraient être persuadés de traiter cela comme un différend familial. Pas des enquêteurs d'État aux ressources limitées. Des agents fédéraux avec une juridiction illimitée et l'autorité d'effectuer des arrestations. N'importe où aux États-Unis. La frénésie de dépenses de Jessica à Las Vegas avait traversé plusieurs frontières d'État. Impliqué de nombreuses institutions financières basées dans différents États. Et violé simultanément plusieurs réglementations bancaires fédérales. Les accusations incluraient la fraude à la carte de crédit, le vol d'identité. La conspiration pour commettre une fraude. Le vol à un employé fédéral et le transport interétatique d'instruments financiers volés. L'enquête a procédé avec l'efficacité mécanique d'une machine bien huilée. Jessica avait été remarquablement négligente dans sa méthodologie criminelle. Laissant une piste papier qu'un étudiant en criminalistique de première année pouvait suivre. Elle avait utilisé les cartes volées dans des dizaines d'établissements de Las Vegas. Signant toujours de son propre nom au lieu d'essayer de contrefaire ma signature. Sans jamais faire d'effort pour dissimuler son identité ou masquer ses activités. Sa confiance en sa propre invulnérabilité l'avait rendue imprudente. Mon superviseur immédiat, le directeur adjoint Martinez, m'a appelé le mardi matin à 9h15. Cette affaire est évidemment personnelle, a-t-il dit sans préambule. Ce n'était pas une question qui nécessitait une réponse. C'est aussi sans ambiguïté criminelle, ai-je répondu. Voulez-vous vous récuser de l'enquête? Laissez un autre agent gérer la poursuite. J'ai considéré l'option pendant environ 5 secondes. Non, monsieur. Je peux maintenir une objectivité professionnelle complète. Cette situation va devenir extrêmement compliquée quand ta famille réalisera qui tu es vraiment. Il avait absolument raison. Quand l'arrestation se produirait. Quand la famille comprendrait enfin que leur drone gouvernemental ennuyeux était en réalité une agente fédérale des forces de l'ordre avec l'autorité de poursuivre des crimes graves. Les dynamiques changeraient dramatiquement. Le mercredi après-midi à 14h33, mon téléphone personnel a sonné. La photo de contact de maman est apparue sur l'écran. Chérie.
Quelque chose d'absolument terrible est arrivé à Jessica. Des hommes en costume sombre sont venus à son bureau ce matin. Ils l'ont arrêtée devant tous ses collègues et clients. Ils ont mentionné une fraude bancaire et des accusations fédérales. Ça doit être une sorte d'horrible erreur. Ce n'est pas une erreur, ai-je dit calmement. Silence prolongé. Alors qu'est-ce que tu veux dire par ce n'est pas une erreur? Je veux dire que j'ai déposé un rapport complet auprès des autorités fédérales appropriées concernant le vol de mes cartes de crédit et les transactions financières frauduleuses subséquentes. Tu as vraiment appelé la police sur ta propre sœur? J'ai contacté les forces de l'ordre fédéral concernant de multiples crimes graves commis contre moi. Les forces de l'ordre fédéral? La voix de maman semblait faible et distante. Chérie, qu'est-ce que tu fais exactement dans ton travail? J'attendais depuis 6 ans que quelqu'un dans ma famille me pose cette question spécifique. Je suis une enquêtrice criminelle senior pour le Financial Crime Enforcement Network. Maman? J'enquête sur les fraudes bancaires, le blanchiment d'argent, les schémas de fraude à la carte de crédit et d'autres crimes financiers qui relèvent de la juridiction fédérale. Ce que Jessica m'a fait représente un cas typique de fraude à la carte de crédit interétatique. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai commencé à me demander si l'appel avait été coupé. Tu es en fait une agente fédérale. Je suis une enquêtrice criminelle fédérale avec autorité d'arrestation. J'occupe ce poste depuis 6 ans. Mais tu disais toujours que tu travaillais avec des ordinateurs et de la paperasse. Tu disais que ton travail était un travail administratif ennuyeux. J'enquête sur des crimes financiers complexes en utilisant la criminalistique informatique et une documentation extensive. Je n'ai jamais décrit mon travail comme ennuyeux. Toi et le reste de la famille avaient décidé qu'il était ennuyeux sans jamais demander de détails spécifiques. Un autre silence prolongé ponctué par le son de la respiration laborieuse de maman. Peux-tu faire disparaître cette situation d'une manière ou d'une autre? Non, maman. Je ne peux pas faire disparaître des accusations fédérales graves par intervention personnelle. Jessica a commis une fraude à la carte de crédit à travers plusieurs frontières d'État. En volant une agente fédérale des forces de l'ordre. Elle risque potentiellement jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Maman a commencé à pleurer audiblement. Le jeudi matin a apporté un autre appel, cette fois de papa à 7h42. L'avocat que Jessica a engagé dit qu'elle est dans des ennuis juridiques extrêmement graves. Vraiment graves. Il dit que le procureur fédéral assigné à son affaire pousse pour des peines maximales sur toutes les accusations. Cette évaluation semble exacte. Tu dois l'aider d'une manière ou d'une autre. Tu dois parler à tes collègues. Expliquez-la situation familiale. Je ne peux pas et ne veux pas tenter d'interférer avec une enquête fédérale en cours. Mais tu travailles avec ces gens. Tu sais comment le système fonctionne. Papa. Je suis ces gens. Je suis l'enquêtrice principale. Je suis la victime enregistrée. Et je suis l'agente fédérale qui a construit le dossier criminel contre Jessica. Les mots semblaient l'atteindre comme des coups physiques. Chaque révélation frappant plus fort que la précédente. C'est toi qui lui as fait ça. Elle se l'est fait elle-même quand elle a choisi de me voler 32 000 $. Le vendredi soir a apporté l'intervention familiale d'urgence. Ils se sont assemblés dans mon appartement comme un tribunal, maman, papa, oncle Mike, tante Linda. Mon cousin plus jeune Trevor. Qui évitait habituellement les drames familiaux avec une dévotion religieuse. Et même ma grand-mère qui avait conduit 3 heures spécifiquement pour cette confrontation. Nous devons avoir une conversation sérieuse, a annoncé maman quand j'ai ouvert la porte. Son ton suggérant que j'étais sur le point de recevoir un sermon sur les obligations morales et la loyauté familiale. Je les ai laissés entrer dans mon petit salon,
j'ai préparé du café pour ceux qui en voulaient. Et je me suis installé dans mon fauteuil de lecture pour attendre les arguments inévitables. Tu dois trouver un moyen de retirer ces accusations, a commencé papa sans préambule. Jessica a fait quelques mauvais choix. Mais elle ne mérite pas de passer des décennies en prison fédérale. Je ne peux pas retirer des accusations fédérales. Cette autorité n'existe pas dans ma juridiction. Tu es vindicative et cruelle. A accusé oncle Mike avec la droiture de quelqu'un qui n'avait jamais été volé par un membre de la famille. Tu utilises ta position gouvernementale pour punir Jessica d'être plus réussie que toi. J'applique la loi fédérale sans égard aux relations personnelles. Elle est de la famille, a plaidé maman avec un désespoir sincère. On n'envoie pas des membres de la famille en prison pour de l'argent. On ne vole pas non plus des membres de la famille, ai-je répondu. Et il ne s'agit pas simplement d'argent. Il s'agit de multiples crimes fédéraux graves. Alors? Tu choisis ta carrière plutôt que ta propre famille? A demandé tante Linda avec un dégoût évident. Les arguments ont continué pendant près de 3 heures. Ils ont plaidé avec un désespoir croissant, menacé d'ostracisme social. Tenté de la manipulation émotionnelle et délivrer des voyages de culpabilité avec un talent professionnel. Ils m'ont accusé de jalousie, de vindicte, d'ambition sans cœur et de trahison des valeurs familiales fondamentales. Ils ont dépeint Jessica comme la victime malheureuse de mes fantasmes de revanche mesquins et d'abus de pouvoir bureaucratique. Pas une seule fois pendant toute la confrontation quelqu'un n'a reconnu que Jessica avait commis des crimes graves contre moi. Pas une seule fois quelqu'un n'a suggéré que Jessica portait la responsabilité principale de ses propres actions criminelles. Pas une seule fois quelqu'un n'a exprimé de préoccupation pour ce que je ressentais d'avoir été volé par ma propre sœur. Les stations de nouvelles locales appellent pour des interviews, a dit Trevor calmement. Il était le seul membre de la famille qui n'avait pas activement attaqué mon caractère. Ils veulent faire une histoire sur l'agente fédérale qui a poursuivi sa propre sœur. Tout le monde m'a fixé avec des accusations et de l'horreur dans les yeux. Comme si j'avais orchestré l'attention médiatique pour mon propre agrandissement personnel. Cette publicité va détruire la réputation de notre famille dans la communauté, a dit maman avec une angoisse évidente. Les gens vont penser que nous sommes une famille de criminels. Jessica est une criminelle, ai-je dit. Elle a commis de multiples crimes fédéraux graves qui sont documentés avec des preuves accablantes. Le procès était prévu 3 mois et demi plus tard. L'avocat de la défense de Jessica, un avocat pénal compétent nommé Robert Kim, a tenté toutes les stratégies légales possibles. Il a argué que Jessica avait cru posséder une permission implicite d'utiliser les cartes. Il a suggéré que les différends financiers familiaux ne devraient pas impliquer les forces de l'ordre fédéral. Il a affirmé que j'abusais de ma position officielle pour une vengeance personnelle. Il a dépeint Jessica comme la victime d'une procureure trop zélée qui ne pouvait pas séparer ses devoirs professionnels des griefs familiaux. Aucun de ces arguments ne pouvait surmonter les preuves physiques. Les registres de transactions par carte de crédit montrant une utilisation non autorisée à travers plusieurs États. Les images de surveillance des casinos et établissements de vente au détail de Las Vegas montrant clairement Jessica faisant des achats avec mes cartes volées. Les témoignages des témoins du dîner familial où Jessica avait ouvertement admis le vol et refusé de fournir une restitution. Ses propres reçus qu'elle avait conservés comme souvenir de sa frénésie criminelle. L'équipe de poursuite fédérale, dirigée par l'avocate adjointe des États-Unis Sarah Chin, a présenté un dossier méthodique qui peignait un tableau clair d'une fraude préméditée commise contre une agente fédérale des forces de l'ordre. Mesdames et messieurs du jury, a dit Chin aux 12 citoyens pendant son exposé d'ouverture. L'accusée n'a pas simplement volé des cartes de crédit à une victime qu'elle percevait comme impuissante. Elle les a volées à quelqu'un dont la responsabilité professionnelle est d'enquêter précisément sur ce type de crime financier. Elle était si confiante que sa victime ne pouvait pas
Ou ne voulait pas chercher justice. Si certaine que les relations familiales la protégeraient des conséquences légales qu'elle a gardées. Les reçut comme trophée. Elle s'est vantée de ses crimes devant de multiples témoins. Elle a montré un mépris complet pour les lois bancaires fédérales et l'autorité des forces de l'ordre fédéral. L'avocat de la défense de Jessica a tenté de me dépeindre comme la vraie méchante dans cette situation. La sœur froide et calculatrice qui a détruit sa propre famille pour l'avancement de sa carrière. Quand j'ai pris place à la barre des témoins, Kim a tenté de saper ma crédibilité avec des questions sur la proportionnalité, la loyauté familiale et l'abus d'autorité gouvernementale. Le jury a délibéré exactement 47 minutes avant de rendre des verdicts de culpabilité unanimes sur tous les chefs d'accusation. Fraude à la carte de crédit, vol d'identité, conspiration pour commettre une fraude. Vol à un employé fédéral et transport interétatique d'instruments financiers volés. Jessica a reçu une peine de 8 ans de prison fédérale. La juge-président, l'honorable Patricia Williams, a expliqué son raisonnement avec une clarté cristalline. La réaction de la famille était entièrement prévisible. Au cours de l'audience de condamnation de Jessica, maman s'est levée et m'a crié à travers la salle d'audience fédérale. Elle était ta sœur. Comment as-tu pu détruire ta propre sœur comme ça? Après la conclusion de la condamnation, je suis retourné à mon appartement et me suis servi un généreux verre de vin. Mon téléphone avait sonné constamment tout au long de la journée. Des journalistes cherchant des citations, des membres de la famille délivrant des ultimatums. Des collègues offrant du soutien ou posant des questions procédurales. J'ai ignoré tous les appels et suis resté tranquillement dans mon salon, réfléchissant aux 8 mois précédents de procédure judiciaire. Je ne me sentais ni vindiqué ni satisfaite par le résultat. Je me sentais fatigué, triste et émotionnellement épuisé. J'avais perdu mes connexions familiales. Mais j'avais préservé mon intégrité et mon éthique professionnelle. J'avais appliqué la loi fédérale sans favoritisme, mais à un coût personnel énorme. Mon superviseur m'a appelé ce soir-là à 21h47. Comment tiens-tu le coup après aujourd'hui, Thompson? J'ai pris 3 semaines et j'ai conduit seul jusqu'aux montagnes Smoky du Tennessee. Pas de connexion Internet, pas de service cellulaire? Juste des sentiers de randonnée et un air de montagne clair qui m'ont aidé à clarifier mes idées. Jessica a purgé 5 ans et demi de sa peine de 8 ans avant d'être libérée dans une maison de transition fédérale. Elle ne m'a jamais contacté pendant son incarcération. N'a jamais présenté d'excuses pour ses actions. N'a jamais reconnu que ses choix criminels avaient des conséquences au-delà de ma poursuite. Vindicative. 4 ans après la conclusion du procès, j'ai été promue directrice adjointe de la division des enquêtes criminelles de fin CEN. L'affaire qui avait détruit mes relations familiales avait simultanément établi ma réputation d'enquêtrice qui ne pouvait être intimidée, corrompue ou compromise par des relations personnelles. Je ne me suis jamais marié, n'ai jamais eu d'enfant à moi. N'ai jamais reconstruit les connexions familiales que j'avais perdues. Mais j'ai construit autre chose. Une carrière distinguée dévouée à protéger les personnes innocentes des types exacts de crimes financiers qui avaient été commis contre moi. Parfois tard le soir dans mon bureau gouvernemental en examinant des dossiers d'affaires complexes, je me demande si j'ai fait le choix optimal. S'il y avait un terrain d'entente que je n'ai pas considéré. Une approche alternative qui aurait pu tenir Jessica responsable sans détruire chaque relation familiale que j'avais jamais connue. Mais alors je me souviens d'elle debout dans ce salon, riant en agitant ses reçus comme des bannières de victoire, demandant ce qu'une perdante fauchée comme moi pouvait bien faire contre son vol. Je me souviens de ma famille acclamant son comportement criminel, célébrant son audace, écartant ma victimisation comme un drame insignifiant. Je me souviens du moment où j'ai réalisé que les personnes censées m'aimer et me protéger avaient choisi à la place d'encourager et de célébrer la personne qui m'avait le plus blessé. C'est à ce moment-là que je sais avec une certitude absolue que j'ai fait le bon choix. Pas le choix facile qui aurait préservé l'harmonie familiale.
Pas le choix qui évitait le conflit et maintenait des illusions confortables. Mais le choix moralement et légalement correct. Le choix qui a démontré que la loi fédérale s'applique également à tout le monde indépendamment des liens du sang ou des dynamiques familiales. Le choix qui a établi que le comportement criminel a de sérieuses conséquences. Même quand il est commis par des personnes que nous aimons. Le choix qui a affirmé que j'étais digne d'être protégé. Même si je devais me protéger moi-même de ma propre famille. Jessica a appris que les relations familiales ne fournissent pas d'immunité contre les poursuites fédérales. J'ai appris que parfois faire ce qui est juste coûte tout ce que vous pensiez être le plus important.